Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet important qui est bien trop souvent mis à côté en fait quand on parle d'investissement et notamment d'investissement long terme. Il s'agit des frais. Les frais, c'est un point qui est extrêmement important. Malheureusement, trop peu de gens en parlent. Pourtant, ça peut avoir un impact absolument dévastateur sur vos investissements. Donc, on va voir ensemble un petit peu les différents types de frais qu'on peut retrouver quand on se décide à se lancer dans les investissements long terme. Comment on peut y pallier, ce qui est important à prendre en considération. Ensuite, du coup, on va trouver des solutions pour essayer de réduire au maximum ces frais qui sont néfastes. Ok, alors déjà dans un premier temps, je voudrais revoir avec vous le principe de base de l'investissement long terme et pourquoi c'est intéressant, ce sont les intérêts composés. Petit rappel pour ceux qui auraient raté les cours précédents, un intérêt composé, qu'est-ce que c'est? Tu places du capital en bourse, tu l'investis sur le long terme. Chaque année, ce capital va te générer des intérêts. Et ces intérêts, au lieu d'être ressortis pour les mettre dans ta poche, ils vont être directement réinjectés dans tes investissements pour générer plus d'intérêts. En fait, ça fait un effet boule de neige qui est extrêmement intéressant et c'est la grosse plus-value de l'investissement long terme et de l'investissement passif. Mettons que tu investisses 10 000 € avec un pourcentage annuel, un rendement annuel à 8%. Tu auras généré à la fin de la première année 800 € d'intérêts et ces intérêts, au lieu de les sortir à la manière d'un dividende que tu viens de récupérer pour te le mettre dans les poches, il va être investi directement. Du coup, l'année suivante, mettons que tu maintiennes encore ces 8% de performance, tu ne feras pas 8% de 10 000 €, mais 8% de 10 800. En gros, ça ne te rapportera plus 800 €, mais 864. Tu comprendras que plus tu as de capital et plus tu fais ça sur les années, plus ces intérêts sont importants et à la fin, ça représente des sommes qui sont démesurées. Je vais insister un petit peu avec ce principe-là parce qu'en fait, j'ai vraiment envie que tu comprennes pourquoi on néglige trop souvent les frais alors qu'ils sont une réelle moins-value pour tes intérêts composés et pour tes investissements. On prend notre exemple de base. Un investisseur a 10 000 €, il le place à 8% de rendement annuel et il fait ça pendant 30 ans. On va simplement, pour que les chiffres soient plus parlants, rajouter aussi le fait qu'il investisse mensuellement. Donc, tous les mois, il va réinvestir 300 € en plus. On le verra dans d'autres vidéos, mais c'est quelque chose de sympa à faire, il faut le faire, c'est intéressant. Notre investisseur fait les choses bien, donc il a ce plan d'action. Au bout de 30 ans, si tout se passe bien et qu'il maintient ses 8%, il aura donc placé de sa poche 118 000 €. Mais ces 118 000 € lui auront finalement rapporté, à l'issue de ces 30 années d'investissement, 408 000 € d'intérêt. Au total, il aura fait un peu plus de 525 000 €. Maintenant, pour illustrer l'impact des frais, on va reprendre le même profil, sauf que cette fois-ci, on ne va pas dire qu'il a 8% de performance annuelle, mais qu'il a 6% de performance annuelle. Il a investi 10 000 € de capital initial, il met 300 € tous les mois et son investissement dure 30 ans. Par contre, il a 2% de performance en moins. S'il a simplement ces 2% de performance en moins, il passe de 408 000 € d'intérêt généré à seulement 233 000 pour la même période de temps. La seule différence, c'est ces deux petits pourcents. En fait, ce que je veux que vous réalisiez au travers de ces infographies et puis de ces deux exemples-là, c'est que 2% de frais, quand on les place sur des années et des années, qu'on les place bien, ça peut avoir un impact dévastateur. Il a presque perdu plus de 200 000 € d'intérêt généré juste à cause de ces deux petits pourcents. Ces deux petits pourcents-là, il faut que vous compreniez qu'en fait, ça peut représenter vos frais. Tous les frais qu'on va voir juste après. Donc allez, on a assez vu d'exemples, maintenant on passe au vif du sujet, je vous présente tous les frais qui peuvent détruire votre performance. Voyons maintenant du coup les différents types de frais sur lesquels vous pourriez tomber dans votre parcours d'investisseur. Je vous mets juste ici un exemple, ça en gros c'est sur Linksea Avenir 2, ce sont tous les frais, donc c'est une assurance vie, donc c'est un contrat d'assurance vie, ce sont tous les frais engendrés par ce contrat d'assurance vie. Je vous mets ça en exemple parce que ça va couvrir pas mal des frais qu'on va aborder, au moins vous savez à quoi ça ressemble et comment trouver ces infos-là. C'est pas très compliqué, quand c'est un contrat d'assurance vie, vous allez simplement cherchez dans votre contrat, vous devez avoir une section sur la totalité des frais qui sont impliqués. Et quand on va parler plutôt d'actions et d'ETF, je vous conseille d'utiliser le code de l'ETF, donc le code ISIN, et d'aller directement vous référer à la page de l'émetteur, donc de la société émettrice, pour aller chercher tous les documents, donc les PDF, les fact sheets ou les DCI, donc les documents d'information de l'ETF qui vont regrouper tous les frais que vous devez connaître. Les premiers frais sont les frais de gestion ou les frais courants. Ces frais-là, c'est peut-être les plus vicieux parce qu'en fait, vous n'allez pas vous rendre compte qu'ils sont directement appliqués sur votre portefeuille. En gros, de quoi il s'agit? Lorsque vous allez acheter une action ou un ETF, la société émettrice de cet ETF ou de cette action, vous prélevez des frais de gestion par rapport à cet ETF ou à cette action qu'ils sont en train de gérer, tout simplement. Le problème de ces frais-là, c'est qu'en fait, ils vont directement être imputés à votre portefeuille sans qu'on vous prévienne. Vous n'allez pas avoir de prévention de retrait, on ne va pas vous les réclamer, on ne va pas vous les demander. Ils vont être directement pris dans votre portefeuille et envoyés à la société émettrice.
Du coup, il est très probable que vous ne vous rendiez même pas compte que vous soyez soumis à ces frais-là, que vous ne les voyez même pas. D'autant plus si vous n'inspectez pas régulièrement votre portefeuille, vous ne vous en rendrez absolument pas compte. Le problème, c'est que ces frais-là ont la fâcheuse tendance à parfois être relativement élevés. Ils peuvent monter jusqu'à 2%. Prenez bien en considération que 2% sur un portefeuille à 100 000 euros, ça commence à faire des sommes importantes, vous allez perdre 2 000 euros finalement tous les ans. Je vous rappelle aussi que les 2 000 euros que vous allez perdre chaque année, au-delà de les perdre, c'est surtout 2 000 euros qui ne bénéficieront pas des intérêts composés. On vient de le voir et on l'a déjà vu, les intérêts composés, c'est essentiel. 2 000 euros qui n'en bénéficient pas, sur les années, ça représente une perte assez dramatique en fait. Les deuxièmes frais dont je vais vous parler, ce sont les frais d'entrée et les frais de sortie. Il ne va pas falloir confondre ces frais-là avec de la fiscalité. Je ne vous aborderai pas la fiscalité dans cette vidéo-là parce qu'encore une fois, pour moi, c'est un sujet qui mérite une vidéo à part entière. C'est très complexe, ça touche différentes enveloppes. Il faut prendre le temps d'en parler. On met ça bien à part, la fiscalité, c'est autre chose. Les frais d'entrée et les frais de sortie, dans certaines enveloppes, comme notamment les contrats d'assurance vie, on va vous inclure et vous obliger en fait tout simplement à payer des frais dès l'instant que vous entrerez du capital dans cette enveloppe. Si on prend une assurance vie par exemple, il est probable, il est très possible que lorsque vous injectez du capital, mettons 10 000 euros, cette assurance vie vous prenne 3% de ce capital dès qu'il est investi. Donc finalement, sur votre assurance vie, vous n'aurez pas 10 000 euros, mais 9 700 euros. Ils auront bien fonctionné 300 euros de frais. 3% en l'occurrence. Ça peut être exactement la même chose sur les frais de sortie. Mettons que vous souhaitiez retirer du capital de votre assurance vie, cette même assurance vie peut décider à la sortie aussi de vous prendre 3% du capital que vous retirez. Il faut en prendre en compte. Encore une fois, vous pouvez regarder ça dans vos contrats d'assurance vie. Le PEA, lui, n'a pas ces problèmes-là. Le compte titre, ça va dépendre d'où vous êtes, mais a priori, chez la majorité des courtiers en ligne, ils n'avons pas ce problème-là, mais prenez quand même le en considération, c'est important. Troisième type de frais que nous allons aborder, ce sont les frais de courtage et le spread. Alors, c'est deux frais différents. On va commencer par les frais de courtage. Les frais de courtage, c'est tout simplement des frais de transaction. À chaque fois que vous allez acheter ou vendre un actif, donc action, ETF, obligation, enfin que sais-je, à chaque fois que vous allez effectuer un mouvement avec un de ces actifs-là, vous allez être ponctionné d'un frais appelé le frais de courtage. Alors, les frais de courtage, on a un avantage en Europe et en France, c'est qu'avec le PEA, donc l'enveloppe fiscale la plus intéressante, ils sont réglementés. Les frais de courtage pour des actifs dématérialisés ne peuvent pas dépasser dans un PEA 0,5% et pour les autres sortes d'actifs au sein du PEA, ils ne peuvent pas excéder les 1,2%. On a de la chance, c'est réglementé de ce côté-là. En revanche, pour tout ce qui va être contrat d'assurance vie ou compte titre, référez-vous directement à votre courtier puisqu'il n'y a pas de réglementation. C'est au beau vouloir du courtier. Le spread est quant à lui légèrement différent et il est très probable aussi que vous n'en ayez jamais pris compte. Ce n'est pas un frais en fait qui est stipulé, j'ai envie de dire, de la même manière qu'un frais d'entrée ou un frais de sortie, il est un petit peu plus vicieux aussi. Le spread, c'est finalement l'écart entre la valeur d'achat négociée et la valeur de vente négociée par le courtier. Je vais vous prendre un exemple, vous allez mieux comprendre. Mettons qu'un ETF, l'action d'un ETF, se négocie à 10 euros. Le courtier, donc le broker en ligne, va vous proposer à la vente cette action à 10,5 euros, 10,05 euros et potentiellement à l'achat à 9,95 euros. Là, vous voyez qu'on a un écart de 10 centimes. En fait, ces 10 centimes sont tout bêtement le spread. C'est la commission prise par le broker, donc prise par le courtier pour l'achat et la vente, en somme pour la négociation de la transaction. Pour un investisseur plutôt actif, ce spread, ces frais peuvent être rapidement accumulés et peuvent rapidement poser problème. Je vous avouerai que dans notre cas de figure, ça ne va pas réellement nous impacter puisqu'encore une fois, nous investissons sur le long terme et nous effectuons finalement peu d'ordre. Mais faites attention tout de même, ils peuvent parfois être élevés. On verra après comment résoudre ce problème. Les deux derniers frais que je souhaiterais aborder avec vous et qui me semblent importants sont les frais de réallocation, donc les frais d'arbitrage, et les frais de surperformance. D'abord, les frais de réallocation ou frais d'arbitrage. De quoi il s'agit? Encore une fois, prenons l'exemple de l'assurance vie qui est soumis en l'occurrence à ces frais d'arbitrage. Il s'agit tout bêtement du transfert de vos fonds vers une autre enveloppe. Mettons que vous ayez un capital relativement intéressant dans une assurance vie et que vous souhaitiez transférer une partie de ces fonds ou même la totalité de ces fonds vers un PEA ou vers un compte titre. Lorsque vous allez effectuer ce transfert-là, l'assurance vie va mettre en place des frais d'arbitrage qui sont en fait tout simplement les frais de réallocation de votre capital vers l'assurance vie, vers une autre enveloppe. Ces frais-là peuvent être importants, donc prenez-les aussi en considération puisque sur le long terme, quand vous aurez accumulé du capital,
ils pourront finir par vous faire relativement mal. Les frais de surperformance, quant à eux, ne nous impactent pas réellement, mais ça peut être intéressant tout de même de vous en parler pour ceux qui seraient intéressés pour aller rejoindre des fonds d'investissement ou pour travailler avec des fonds d'investissement. Les frais de surperformance, ce sont des frais émis par des fonds de gestion que vous allez consulter pour qu'ils puissent eux-mêmes gérer votre argent. Ça va être un petit peu le même principe, encore une fois, un contrat d'assurance vie, vous avez la possibilité d'en assurer la gestion totale ou alors tout simplement de laisser l'assureur gérer pour vous votre assurance vie. Donc il va gérer les investissements, les entrées, les sorties. En fait, il gère tout simplement et vous lui laissez votre capital. Dans ces cas de figure-là, la majorité des fonds appliquent des frais de surperformance. Ces frais de surperformance signifient que lorsque le fonds arrive à surperformer par rapport à un certain seuil donné, un certain pourcentage de frais est appliqué au bénéfice. Attention toutefois, ces pourcentages peuvent être extrêmement élevés. Pour la majorité des fonds, ça peut atteindre les 20% sur le bénéfice réalisé au-delà d'un certain seuil. Je mets toutefois des guillemets, je vous rappelle que la majorité des fonds professionnels peinent à battre leur indice de référence. Encore une fois, ils vont vous prendre un pourcentage de frais sur des bénéfices réalisés qui ne sont même pas supérieurs à l'indice de base que vous auriez pu avoir en assurant vous-même la gestion. Je préfère vous parler de ces frais pour vous mettre au courant que ça existe, mais allez-y à tâtons. Encore une fois, rien ne vaut une gestion personnelle de vos investissements. Prenez ça en considération. Avant de vous présenter les différentes solutions à mettre en place pour essayer de contrer au maximum l'impact des frais sur vos investissements, je vais me permettre de vous montrer 3 exemples pour vous démontrer l'impact réel des frais sur votre portefeuille. On va reprendre notre exemple de base. Prenons un investisseur qui place 10 000 € de capital initial, qui réinvestit tous les mois 300 € et ce à un pourcentage de 8% annualisé. Très bien. On a cette base-là. Prenons maintenant dans le premier exemple qu'il n'a absolument aucun frais, 0%. Dans le second exemple, qu'il paye 1,5% de frais au total. Et dans le troisième exemple, qu'il paye 3% de frais au total. Comme nous l'avons vu au début de la vidéo, l'investisseur qui ne paye pas de frais aura finalement, après ses 30 ans d'investissement, un capital de plus de 520 000 €. Celui qui aura payé par contre 1,5% de frais aura malheureusement, à la fin de son capital, 137 000 € de moins que celui qui n'a pas payé de frais. Et pour celui qui a payé 3% de frais, alors là, le résultat est dramatique. Il se retrouve avec 237 000 € de moins que le premier investisseur. Nous l'avions donc déjà constaté au début de la vidéo, l'impact des frais est quelque chose de dramatique. 2% par an, ça peut vous sembler peu, mais lorsque l'on cumule ça à des effets comme les intérêts composés et qu'on allonge ça sur une durée de temps de 20 voire 30 ans, les sommes finissent par être colossales et complètement démesurées. L'investisseur numéro 3 a par exemple perdu 237 000 €. Je pense que personne n'aurait aimé être à sa place. Voyons maintenant comment on peut éviter d'avoir des frais aussi élevés que ça. Dans un premier temps, je vais vous conseiller d'utiliser des ETF. On l'a déjà vu sur cette chaîne et sur les autres réseaux sociaux. C'est la base des investissements à long terme. Les ETF dits indiciels, en plus de ça, sont les meilleurs. Un ETF indiciel, c'est tout bêtement un ETF qui va répliquer la performance d'un indice. Un indice étant un panier d'actions extrêmement diversifié. Les plus connus vont être par exemple le S&P 500 ou alors le MSCI World qui reprend toutes les plus grosses cotisations du monde. Au sein du MSCI World, on est à un peu plus de 1400 sociétés. L'avantage des ETF et notamment des ETF indiciels par rapport à des actions dites classiques sont que les frais de gestion, donc ce sont les frais courants que nous avons vus au premier exemple, sont nettement moins importants pour une action. Je vous ai dit qu'on pouvait tourner autour des 1 voire 2%. En l'occurrence, pour un ETF, on va majoritairement être autour des 0,3%. Il arrive de temps en temps que certains ETF plus avantageux aient des frais inférieurs à 0,3%. Ceux-là sont des vraies petites aubaines, mais en moyenne, on tourne plutôt autour des 0,3. L'avantage de ça, encore une fois, c'est que contrairement à des fonds actifs qui peinent à battre leur indice de référence, en achetant des ETF indiciels, vous n'essayez pas de battre le marché ou de faire mieux que lui, vous le suivez tout simplement, réalisant ainsi la même performance que ce dernier. Je vous rappelle encore une fois que par rapport à des fonds actifs dans lesquels vous pourriez investir, qui essaieront de battre le marché, cette fois-ci, vous n'essayez pas de le battre, mais tout simplement, vous le suivez. Encore une fois, ces fonds professionnels qui vendent monts et merveilles, de 82 à 97% de ces fonds-là, dépendant du secteur dans lequel ils investissent, n'arrivent pas à battre le marché. Passez-vous donc plutôt avec le marché, suivez sa trajectoire et faites la performance que ce dernier fait, ce sera bien plus bénéfique pour votre portefeuille. Deuxième point, renseignez-vous bien avant d'investir. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit un petit peu avant dans la vidéo, il faut faire du comparatif. Utilisez des logiciels et des applications en ligne comme JustETF ou TrackInsight pour mettre en comparaison différents ETF qui vous semblent intéressants, voir les frais les plus intéressants chez l'un comme chez l'autre, et toutes les informations qui pourraient être nécessaires. N'hésitez pas non plus à rechercher le code EASIN d'un ETF qui vous semble bien pour aller rechercher directement sur le site de la société émettrice les différents rapports annuels que vous pourriez trouver ou encore les DCI contenant toutes les informations de l'ETF. Frais, gestion, contenance, secteur d'activité,
vous trouverez la totalité des informations dont vous avez besoin pour faire une sélection convenable de votre portefeuille. Troisième point, évitez les transactions inutiles. Arrêtez de penser qu'il faut forcément faire des transactions et avoir du mouvement dans votre portefeuille pour que ce dernier soit performant. C'est un biais cognitif de base, donc il faut absolument vous détacher. Vous n'avez pas besoin d'être actif ou proactif pour performer en bourse. Encore une fois, l'investissement long terme a fait ses preuves et ce depuis des années en ayant une performance plus importante que la majorité des fonds professionnels. Plus vous effectuerez de mouvements au sein de votre portefeuille, c'est-à-dire des achats ou des ventes, plus vous engendrerez de frais de courtage. Nous en avons parlé juste avant, ces frais sont engendrés lorsque vous achetez ou que vous revendez. Ils ont beau être plutôt faibles, lorsqu'on les cumule tous les jours, tous les mois et tous les ans sur une période de temps énorme, ça finit par représenter des sommes colossales, autant d'argent d'ailleurs qui ne pourra pas fructifier grâce aux intérêts composés. Alors pensez-y, arrêtez de faire des transactions sans cesse. Enfin, quatrième point, et nous l'aborderons, je vous le promets, dans une prochaine vidéo, faites attention à l'enveloppe fiscale que vous sélectionnez. Encore une fois, je ne vous ai pas fait un cours de fiscalité pour l'instant, mais ça viendra, restez à l'affût. L'importance au-delà de la fiscalité est simple. Certaines enveloppes, notamment comme le PEA, ont de base des avantages de par leur réglementation. Certains frais sont plafonnés. Par exemple, pour le PEA, en l'occurrence, les frais de courtage sont plafonnés à 0,5% pour les actifs dématérialisés comme des ETF et à 1,2% pour tous les autres types d'actifs. Je vous rassure, les autres types d'actifs nous intéressent beaucoup moins. Soyez donc cohérent dans la totalité de vos choix, que ce soit au travers de vos actifs, mais aussi de l'enveloppe dans laquelle vous allez vous positionner, puisqu'elle a son importance. Conclusion, vous l'avez vu, les frais peuvent être un frein énorme à la performance de votre portefeuille. Mais avec les bons outils et la bonne stratégie d'investissement, vous êtes en capacité de réduire ces frais au maximum pour laisser la performance parler et faire jouer le temps et les intérêts composés en votre faveur. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé, que ce soit pour les débutants ou peut-être les plus avancés qui auraient omis certains détails, n'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire un petit commentaire et on se retrouve bientôt pour de nouveaux conseils en investissement. À bientôt.